Il s'agit bien d'un mariage et d'une place publique où nous donnons presque impudique ce qui nous lie et nous fait. C'était bien. Nous sommes entiers dans ces quelques instants du petit bal que nous réinterprétons comme trois larrons en foire, contents de leur coup. Celui que nous faisons ce soir-là, ce que nous avons pris et surmonté. Regardez, nous tenons debout. Nous faisons corps. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance. Le temps des lilas. Lou est sur mon ventre. Mon Dieu, qu'elle est petite. 45 cm pour 2,2 kg. Mon bébé aux cheveux noirs a une bouche immense, un nez minuscule et des yeux écartés. Comme je le raconte dans le livre, l'annonce a été très brutale. L'équipe qui m'a aidée à accoucher appelle la pédiatre de garde. C'est une femme maigre. Sa voix haut perchée donne l'impression qu'elle crie. Elle lâche « Votre petite fille a une drôle de tête ». Immédiatement, nous avons su, j'ai su, qu'il y avait un problème, mais nous ne savions pas quoi. Et petit à petit, ce problème s'est révélé effectivement existant, mais sans qu'on ait un diagnostic. C'est-à-dire que on nous avait dit, je me souviens quand je suis rentrée à la maison, après être restée un peu longtemps à la maternité pour y avoir suivi des examens avec Lou, on m'a dit, dites-nous si votre fille, si vous pensez qu'elle entend, si elle voit. C'était juste atroce, c'est-à-dire qu'ils ne savaient tellement pas qu'ils me demandaient d'être à l'écoute d'anomalies et de déficiences que moi-même j'aurais pu voir. Donc c'était juste atroce, mais vraiment atroce. Tu ressembles à ta sœur, les mêmes cheveux et cette proximité de bouille. Une famille s'est agrandie ici, dans cette bizarrerie de ta venue et dans un premier commentaire autorisé dont la violence et la désinvolture nous coupent les pattes. Moi, j'ajoute, par rapport à cette problématique de l'annonce du handicap, j'ajoute que moi, je ne l'ai pas vécu comme une annonce de handicap. Je l'ai vécu dans un premier temps dans un bouleversement total. C'est-à-dire que Lou est arrivé de manière... comment je dirais, l'accueil était délirant, enfin en tout cas délirant, n'était pas à la hauteur d'une maternité réputée, n'était absolument pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'un grain de sable est arrivé, il s'appelait Lou, et donc une équipe médicale a complètement paniqué ou a montré qu'elle n'était pas formée à des situations qui étaient des situations extraordinaires. Hein, on est à la limite, de mon point de vue, on était à la limite de la faute professionnelle. C'est-à-dire que quand quelqu'un qui est médecin dit devant les parents, parce qu'elle est surprise, « Oh, cet enfant a une drôle de tête », on est à la limite de la faute professionnelle grave et lourde. Tu surprends ton monde, ta mère, ton père, les mauvais ouvriers de ta venue sur Terre, paniqués dès ton surgissement épique. Tu étais pourtant normalement annoncé. Quelques semaines auparavant, le bon docteur S avait prédit, en palpant le ventre de ta maman, un gros bébé. C'est donc un accident, et dans l'idée naïve que j'ai alors de la vie, il y a de bons garagistes pour réparer la panne de notre carrosserie familiale. Je rate magistralement le moment de bascule de notre centre de gravité. Nous étions censés t'accueillir, c'est toi qui nous cueilles, ton sens inné de l'hypercute. Mais de fait, il ne s'agit pas vraiment d'une annonce de handicap. Il s'agit simplement de la panique d'un médecin et d'un gynéco qui n'a jamais pris de nouvelles de l'enfant, qu'il avait mal dimensionné de manière intra-utérine. Il n'a pas demandé comment grandissait cet enfant dont il avait démesuré la taille intra-utérine. Peu de discernement, pas de faute en soi, la violence d'une indifférence ou d'un raté. Je l'ai vu aussi paumé que nous face à ce petit bout si radical, sans excuse, sans empathie, sans diagnostic. Sa moto est intacte, comme sa bévue. Donc l'annonce n'a jamais été faite. Donc il y a simplement une approximation dans la réaction de gens qui sont experts ou réputés. Bon. Nous sommes entrés sans conscience encore dans une zone de turbulence. Ta mère l'a dit, mon Dieu, comme tu es petite. Tout le cheminement jusqu'aux 10 ans de Lou a été
voilà, de vivre au jour le jour, en ne sachant pas du tout ce que Lou avait. Les examens sont-ils normaux? Oui, ils le sont. Ce sont à chaque fois de véritables victoires, lumineuses, ardentes, éclatantes. Mais les généticiens sont toujours à ton chevet. Ils prennent des clichés, des mesures, font des prises de sang pour les cariotypes, le tien, le nôtre. Ils ne savent pas, ils cherchent. Et on sent leur curiosité aiguisée par tant de mystères. Tu es leur curieux objet, Malou ravissante. Problème de reflux extrêmement important, problème de régurgitation. Il a fallu la mettre sur un matelas à 90 degrés. Cette opération dont je parle quand elle a 2 ans. Tu as gagné, ma petite reine. Monsieur Nyssen t'a fermé le clapet d'une relation contre nature entre l'estomac et l'œsophage, et la chirurgie t'évite désormais l'acide, mais t'empêche de vomir. Ta vie nous a fait réapprendre toutes nos conjugaisons de parents bien intentionnés. Tu ne dois quasiment plus manger pendant 2 ans, le temps nécessaire à la cicatrisation complète de ton œsophage. Le soir, il faut clipper sur ton petit bouton une tubulure au bout de laquelle une pompe actionne la poche de nourriture. La sonnerie à 2 h du matin, puis à 7 h pour changer le liquide, un mélange nutritif complet. Puis ensuite, la marche qui ne vient pas à 2 ans mais à 4 ans, la parole qui ne vient pas, etc., jusqu'à donc ces 10 ans où on nous a dit voilà. Un jour, le docteur Stanislas L. nous appelle. Nous avons trouvé. Ta différence a désormais son lieu et son origine. C'est donc 10 ans après ta naissance que les recherches des généticiens, si intrigués par ta jolie frimousse et tes nombreuses petites singularités depuis cette première hospitalisation à Necker, ont enfin abouti. Il existe une micro-délétion sur un de tes chromosomes, si infime et si unique qu'ils ont mis tout ce temps pour l'identifier. Et cette microscopique découverte n'est due qu'à un accident génétique. Mais moi, j'avais une culpabilité énorme. Je pensais que j'avais mal fabriqué Lou et que c'était de ma responsabilité. Donc évidemment, cette annonce du diagnostic a été incroyablement... a participé justement, je crois, à la métabolisation, à l'acceptation, à la sublimation de ce qui nous était arrivé. Contrairement à Pomme, le fait de savoir à 10 ans que c'était un hasard génétique, donc nous n'étions porteurs ni l'un ni l'autre pour le coup, et qu'il y avait une délétion sur le chromosome 12, moi ça ne m'a fait, je ne vais pas dire que ça m'a fait ni chaud ni froid, mais je trouve que ça n'a pas eu d'incidence sur la manière d'appréhender la situation de Lou. C'est sans doute, je pense que la mère se sentait coupable. J'ai pas eu le sentiment de culpabilité. Scanner, test de la mucoviscidose, prise de sang, radio, échographie, électrocardiogramme, fibroscopie. On t'a fait tous les examens possibles comme dans un épisode de Dr House. D'ailleurs, à en croire ta fascination pour la série américaine Urgence, tu as bien gardé en mémoire toutes ces hospitalisations et l'atmosphère survoltée qui régnait parfois dans les services où tu séjournais. Aujourd'hui encore, tu adores le Dr House. Peut-être aussi parce que Hugh Laurie ressemble beaucoup à ton papa. Cela dit, je ne boite pas, mais une canne me permettrait sans doute de faire illusion. Quand je lis ce qu'écrit ta mère, je nous revois courir d'un service à l'autre, guettant n'importe quel fragment miraculeux de réconfort ou de compréhension. Notre temps à 3 était suspendu à une moue, à l'expression d'un doute, à la possibilité d'un avis, à un hochement de tête, à la suspicion d'un conciliabule, à la curiosité que tu suscitais chez tous. Tu te forgeais déjà une identité de drôle de zèbre. De mon point de vue, alors je ne sais pas pourquoi, mais Lou est arrivée et ça ne pouvait être qu'elle. C'est-à-dire que on n'a pas dû faire, enfin de mon point de vue en tout cas, mais je pense que Pomme est sur ce registre-là aussi, on n'a pas dû faire, me semble-t-il, le deuil du deuil de l'enfant idéal. C'était Lou. C'était évident que c'était on n'a pas eu envie d'aller au supermarché en prendre un autre. Et là, je trouve qu'il y a quelque... Moi, je suis content de ça. Ça me ravit parce que
Voilà, ça me ravit absolument que on s'est pas dit... alors on a évidemment, comme n'importe quel parent, envie de la foutre par la fenêtre, etc., etc. Mais rien qui ait à voir avec la situation qu'elle nous faisait partager. Et ça me ravit absolument. Faire confiance. À qui? Il y a les évidents, jeunes médecins doués qui écoutent et expliquent. Derrière le cas, il y a le bout de chou et ses parents. Leur humanité rachète l'approche froide et indifférente des techniciens. Cela reste englué dans un savoir et une pratique qui, pour être efficient, n'en ignore pas moins les trois perdus abonnés de l'hôpital que nous sommes devenus. Je ne pense pas qu'il y ait d'annonce parfaite. Moi, ce que je disais là, d'abord, ici, il n'y a pas eu d'annonce. Quand on me dit, ben voilà, le jeune généticien qui m'annonce, il prend les précautions, il me dit, bon voilà, on a trouvé, il s'agit de ça, ça et ça. Donc le type sait faire, il le dit. Il n'a pas besoin de me prendre dans ses bras pour dire c'est terrible, etc. Et on n'attend pas du médecin qui prenne la personne dans les bras. Et je trouve que simplement, de mon point de vue, ce qui me manque un tout petit peu, c'est avoir le médecin, donc faire confiance à l'expert, mais il y a un homme derrière. Alors, oui, enfin, moi je dirais que... Je pense quand même que quand on est très bon technicien, on sait aussi de quoi on parle. Et parce que l'exemple que nous avons eu et que je raconte, c'est-à-dire quand on est arrivé à Necker et que c'est le médecin qui était à l'époque chef de service du service pédiatrique, a été essentiel. Et c'est la seule, vraiment la seule, qui a non seulement pris en charge Lou, mais aussi moi. C'est-à-dire que je me souviens très bien, j'étais dans la chambre de Lou, je ne pouvais pas quitter la chambre de Lou, j'avais l'impression, et quand je dis dans le livre que la souffrance de Lou était en perfusion dans mes veines, la souffrance psychique et physique, c'était exactement ça. J'étais encore, je pense, dans une fusion totale, et ça a été la seule qui, encore une fois, n'a jamais eu peur. Jamais eu peur. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je dis qu'il faut être quand même très, très bon technicien, parce qu'il ne faut pas se planter. Elle n'a jamais eu peur, et surtout, elle m'a dit, maintenant, vous rentrez chez vous, je m'occupe de votre fille. C'est moi qui suis responsable de votre fille. Ça n'est plus vous. Et ça a été extraordinaire. Ça a été vraiment... je me suis sentie épaulée, je me suis sentie enfin avec quelqu'un qui prenait notre histoire à toutes les deux, et c'était un médecin en plus d'être effectivement humaine, mais enfin, humaine, c'était juste du bon sens, hein. C'était juste une façon aussi pour elle de probablement mieux soigner Lou et de se dire que la mère était un peu encombrante. Il s'agit simplement d'être capable de dire intelligemment, hein. Voilà, moi je m'occupe de Lou, et vous êtes sa mère, et chacun a son niveau d'intervention. Mais sauf que ça, il faut que ce soit dit. Et souvent, ça tient à 3 phrases. À 3 phrases et un sourire, ça suffit. Chacun de tes parents vivait reclus dans un coin dont lui seul savait l'insondable du gouffre. Nous nous aidions, mais nous ne pouvions pas nous dire directement l'étendue des dégâts et des échos inconscients que révélait ton arrivée tonitruante. Ce n'est que plus tard que ta mère et moi avons pu ensemble parler de ta singularité. Il nous a fallu du temps pour la métaboliser et trouver notre identité familiale. Dans notre chemin, on a effectivement rencontré le CAMS de la rue Rosanov à Paris, qui a été très important, puisque là aussi il y a eu une prise en charge. Pluridisciplinaire, psychologique, orthophonique, psychomotricité, et puis... groupe de parole, enfin groupe d'échange, groupe socialisation, on va dire. Mais je me souviens surtout, et c'était une chose qui me rassurait, moi, c'était surtout effectivement la psychomotricité, parce que moi je participais à ces séances de motricité. C'était plutôt assez
ludique et avec quelqu'un qui prenait vraiment aussi en charge Lou, avec une très bonne connaissance de ce qu'il faisait. Et c'était plutôt un moment où on était... c'était une façon aussi d'accepter davantage. Et je me souviens aussi de la neurologue qu'on voyait régulièrement et qui nous donnait un peu des repères dans l'évolution de Lou. Et puis effectivement la dimension psychologique, mais j'ai envie de dire à partir du moment où on a été pris en charge par le CAMS, il y avait déjà cette dimension psychologique de cette équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on sentait déjà un peu accueilli, plus tout seul, avec d'autres parents, d'autres enfants. Au-delà de la pluridisciplinarité de l'accueil, moi ce que je remarque, c'est qu'on parle de prise en charge. Or, je trouve que pour le coup, prenons l'expression, alors bien sûr la prise en charge de l'enfant, mais surtout quand on est avec des enfants en bas âge et qu'on est dans des interrogations comme celles que nous avons connues avec Lou, ceux qui ont été pris en charge, c'est nous. Ton bruit est ta fureur. Voilà bien notre difficulté. Trouver la part de Lou. Comment t'empêcher, ma fille, de trop occuper notre espace? Oui, tu nous uses à nous demander l'heure en permanence. Tu nous uses avec tes fixettes sur le manège, le poney ou les coups de téléphone d'Aziza ou de Monique qui n'arrivent pas. La question n'est pas là, mais dans la possibilité de ton autonomie et dans l'apprentissage de ton ennui. Et il doit être grand dans les empêchements qui sont les tiens. Ne pas lire les mots, mais les pictogrammes, ne rien écrire sauf ton nom, dessiner un peu. Si on y réfléchit une demi-seconde, c'est nous qui avons été pris en charge. Nous et elle, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est nous qui avons été pris en charge par des gens qui nous parlaient, par des gens qui nous ont expliqué, etc. Alors j'espère que ça se passe toujours dans les mêmes conditions. Mais je trouve qu'en fait, dans ce jeune âge, dans ces temps d'incertitude, dans ces temps de non-compréhension encore de ce qui arrivait, je trouve que c'est nous qui avons été pris en charge. C'est-à-dire qu'enfin, quelqu'un nous donnait des pistes. C'est vrai que le CAMS nous a permis effectivement de pouvoir... je parlais tout à l'heure des séances avec Lou en psychomotricité, mais aussi parfois je la laissais et je pouvais aller faire... Le supermarché d'à côté. Voilà, et c'était une façon, non seulement de souffler, mais aussi probablement de nous séparer un peu, elle et moi, dans cet état un peu dangereux de fusion émotionnelle dans lequel on était un peu confiés toutes les deux. Et je trouve que c'est très rassurant aussi de voir que votre enfant peut faire. C'est-à-dire que votre enfant ne fait pas naturellement ce que fait un enfant qui copie, qui est dans la reproduction des gestes des parents, etc. Et là, pour le coup, Lou apprenait à faire. Et ça, c'est très rassurant pour des parents. Et puis, je pense au CAMS aussi, toute la dimension psychologique. Nous étions, nous aussi, écoutés. Et là, il y avait, dans le CAMS, en tout cas celui que nous avons fréquenté, il y avait, me semble-t-il, une réelle capacité d'écoute et d'attention aux parents un peu paumés que nous étions. Pour toi, notre parole est fragile. Aussitôt dite, elle a déjà disparu puisque tu ne peux pas la redire. Et il faut alors que nous te répondions jusqu'à ce que tu sois sûr de notre intelligence. Ton extrême vigilance fait de toi une parfaite petite enquêteuse. Il y avait ce journal, il y avait l'existence de ce journal qui était le journal d'une mère dans les premiers mois de vie de son enfant et juste après la naissance. Et il y avait la nécessité de raconter l'histoire de Lou parce que à l'époque, elle a une quinzaine d'années, elle est incapable de lire ou d'écrire sa propre histoire. Donc nous, on avait besoin de l'écrire pour elle et de donner la possibilité qu'un jour elle lui soit racontée, ce qui est le cas d'une autre manière aujourd'hui. Et puis, d'autre part, besoin de témoigner, parce que dans ces situations-là, autant que tous les gens qui peuvent être dans cette situation-là ou qui peuvent rencontrer des situations identiques, autant que ces gens-là puissent en profiter. Tes colères et tes tristesses dans leur difficulté d'expression sont sans mesure. Elles ont pu atteindre le XXL. De notre côté,
Nous avons appris à ne pas laisser déborder la bouilloire intérieure, à pouvoir nous dire, malgré le crabe au ventre, elle c'est elle, nous c'est nous, en tout cas nous essayons. Et ton humour, ta mère a raison, comme d'hab, sauve tout. Ce livre-là, c'est arrivé aussi à un moment donné où on était heureux, enfin. Et je pense qu'on n'aurait pas pu le faire si on avait été dans la souffrance, dans la douleur. Ce livre-là est vraiment un livre de la maturité, comme dit Philippe, j'aime bien ce mot parce que c'est exactement ça. On a métabolisé notre histoire. Elle n'est plus, elle n'est plus douloureuse autant qu'elle l'ait été. Enfin, elle a été douloureuse parce que nous avions peur, mais elle n'a jamais été dans le refus, Et moi, je revendique que cette histoire est une histoire que j'aime, qui me plaît, qui me rend joyeuse, qui n'est pas du tout quelque chose qui a à voir ni avec la souffrance, ni avec la tristesse, ni avec le malheur. Moi, j'ai beaucoup de mal avec les livres, justement, qui témoignent en général du handicap. Si tu me permets de reprendre le terme, moi j'aime bien maturité et je trouve que notre histoire était arrivée à un point où on pouvait la partager. Mais pas parce que nous avions décidé d'être intimes sur une souffrance, sur des problématiques personnelles, simplement parce que c'est une histoire et que c'est une belle histoire. Le jour où tu as su dire en LSF « je m'en fous », tu as gagné une sacrée bataille car une partie de ta colère s'est évanouie. En somme, tu es bilingue, tu comprends le français oral et tu parles en LSF. Nous avons été obligés de l'apprendre et j'ai adoré ces 4 stages où nous avons dû réapprendre nos gestes, nos expressions, où nous avons dû acquérir une autre grammaire de notre corps. Nous ne lisons pas la totalité du livre, hein. On a beaucoup raturé justement. On a supprimé beaucoup de passages. Et il y a encore, effectivement, là je me disais ce soir en lisant des choses, il y a des choses que je trouve meilleures à l'écrit qu'à l'oral, des choses avec lesquelles je me sens moins à l'aise. Donc je pense qu'il y aura encore un travail comme ça pour retravailler un peu le texte. Nous 3 ou 4. Te voilà, petit singe. Je t'ai glissé tête et couette nouée de rouge en bas sur mon dos et je te tiens les jambes autour de mon cou. Et tu ris et tu te marres comme tu as su et sauras toujours le faire. C'est ta force là, sur ce cliché, ce sourire. J'ai l'air content dans ce rôle de grand singe, amusé et protecteur. C'est un livre qui vieillit et donc c'est une histoire qui vieillit aussi. Donc aujourd'hui, 2 ans ou 3 ans après son écriture, on n'a pas forcément le besoin de retrouver tout ce qu'on y a mis à l'origine. Tu as tellement envie de dire, incroyable, tu forces l'opacité en créant ta langue. Tout en toi est concentré, l'élan vital, la colère, la volonté et la sensibilité. Je pense que c'est un livre qui aussi, et ça c'est quand même le talent d'Emmanuel, puisque on ne l'avait pas imaginé, c'est un livre qui effectivement se prête à la lecture. Bon, il y a 2 voix, il y a 2 écritures, donc effectivement on se répond, enfin c'est assez facile aussi. Moi ce que je voudrais ajouter, c'est qu'effectivement quelque chose vit et quelque chose nous porte collectivement, familialement. C'est-à-dire que quelque chose se passe, Lou était là ce soir par exemple à assister à une représentation, etc. Donc c'est ensemble que nous le réussissons. Donc, et ça me plaît. Nous savons qui tu es. Quel courage vous avez. Comment faites-vous pour vivre avec ça? Ce qui vous est arrivé est une catastrophe. C'est ça le véritable problème dans votre couple. Lou a de la chance d'avoir des parents comme vous. Degré 0 de la connaissance de toi. J'ai détesté ces phrases et les bons sentiments qui s'y cachaient. Derrière ces mots de pacotille et ces lieux communs, j'ai décelé l'ignorance, la peur de la différence et le soulagement de ne pas être confronté à la même situation. Et j'ai continué de remplir ma prison imaginaire. Une chose est sûre, tu m'as permis de reconnaître ceux qui ne m'intéressent pas, ceux à qui je ne veux rien dire, ceux dont je me sens si éloignée, ceux qui n'ont rien compris. S'ils savaient combien je suis fière de toi, fière de ta vitalité, de ton intelligence, de ton courage, de ta force, de ton humour, de ta personnalité, de tes indignations, de ta rage, de tes soleils.
Moi, ce soir, je suis fier parce que c'est la première fois que Lou assiste à l'intégralité du spectacle. Elle connaît le livre parce qu'on lui a lu, mais elle n'avait jamais assisté au spectacle. Et c'est une étape supplémentaire. C'est un truc en plus, quoi. C'est-à-dire qu'elle a pu entendre son histoire. Et c'est la première fois qu'on la met à ce point en situation de l'entendre. Dans la maison, entre deux chambres, sur le salon, dans le salon, etc. C'est pas tout. Là, voilà. C'est sacralisé. Moi, je suis ravi de lui avoir donné, et je suis ravi qu'elle ait pu le recevoir dans son intégralité. Ta détermination est mon apprentissage du jour. Tu excelles à redonner la pêche, amour, patience, humilité. Tu es notre plus grande donneuse de leçons.